Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette matinée tellement ensoleillée. Rudy Ricciotti, bonjour, merci d'être venu. Vous avez quoi, une heure de voiture depuis Non, 2h30. 2h30 Oui. Bon. Avec Alors, les embouteillages. avec les embouteillages. Je suis presque voisin, effectivement, en habitant dans la banlieue de Marseille, c'est-à-dire à Cassis. Vous Ça êtes fait très Rudy malhonnête Ricciotti. quand tu dis ça. Juste un mot, vous avez vu le plafond comme il est beau? Ouais, Moi, magnifique. je ne l'avais jamais vu. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est beau ce trésor d'architecture sensible, Absolument. ce patrimoine. Vous êtes Grand Prix national d'architecture en 2006, Rudy Ricciotti. Alors, un architecte, ça se définit aussi par ce qu'il a construit. Le stade Jean Bouin, par exemple, à Paris. Votre dernière réalisation en date, c'est la maison de la mode Chanel. On vous doit évidemment le Mucem à Marseille. La première grande réalisation, c'était le stadium de Vitrolles. Et puis, évidemment, le pavillon de l'art islamique au musée du Louvre à Paris. Je signale également, et c'est moins connu, que vous êtes légionnaire de première classe d'honneur de la Légion étrangère et que pour ceux que ça intéresse, vous avez publié il y a quelques jours un petit livre que j'ai lu la semaine dernière, formidable, qui est préfacé d'ailleurs par le général Alain Lardet, qui est commandant de la Légion étrangère. Ça s'appelle Manifeste légionnaire, 88 pas minutes au service de la démocratie, aux éditions NBE. On est un peu loin de notre sujet, mais on y revient tout de suite. Alors, je vous pose la question tout à trac. Qu'est-ce que c'est qu'un bon architecte ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon architecte? D'abord, est-ce qu'il y a des architectes ici? Parce que j'ai l'impression dans les colloques qu'il n'y a que des gens qui sont payés par leur employeur institutionnel, déplacés, logés, nourris, pour venir participer à un colloque. Ça y est, ça commence. Est-ce qu'il y a des architectes au moins ici? Il y en a combien? 2, 3, 4? Donc ils sont là sur leur propre budget, etc. D'accord. Merci d'être là par solidarité. Qu'est-ce que c'est un bon architecte? C'est un architecte qui fait vivre sa famille avec son métier. Voyez-vous, pour commencer, voilà une définition tout à fait républicaine. Il est capable de faire vivre sa famille avec sa discipline. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est déjà beaucoup. Parce que si l'architecte est un dandy qui vit de l'héritage de ses parents, arrière-grands-parents, pour avoir une vie d'artiste conceptuel, moi, personnellement, je ne trouve pas ça glorieux. D'accord ? Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, êtes-vous un bon architecte avec cette définition ? Vous faites vivre votre famille La deuxième chose, c'est qu'un bon architecte, c'est quelqu'un qui vit dans l'anxiété, qui est convoqué à la question de l'anxiété existentielle que ce métier déclenche. C'est un métier difficile, c'est un métier de combat, c'est un métier où il faut de l'énergie. Évidemment, il faut de la passion, de la vie, tout ce que vous voulez, mais il faut d'abord faire face à cette anxiété existentielle qui déclenche une souffrance tout de même. J'ai demandé des nouvelles de gens nouvelles tout à l'heure. On voit bien comment ce métier affecte au bout d'un moment et qu'il ait la capacité de mobiliser, d'un point de vue thérapeutique, l'énergie nécessaire pour contrebalancer cette anxiété existentielle, la décennale, les procès, la terreur bureaucratique, et toutes les menaces cognitives qui sont toujours présentes sur le terrain du métier, et qui arrive à transformer ça comme une prise de judo de manière positive. Vous pouvez faire un ippon, mais positif, fabriquer du positif. Ça vous fait rire, là, le journaliste du Point. C'est incroyable de dire fabriquer du positif. Ce que le maire comprend très bien, fabriquer du positif, c'est pas compliqué. C'est ça un bon architecte. Vous avez d'autres questions comme ça? Je reprends votre interview de Nice matin, hier. Aujourd'hui, bâtir est devenu quasi impossible. On est confronté à une barbarie bureaucratique insensée. On produit des lois, des surréglementations qui produisent encore plus de dépendance technologique. C'est devenu infernal de construire, de vouloir construire, d'être architecte, parce qu'on a des oppositions comme ça qui viennent perturber, empêcher d'exercer bien votre métier. Alors les oppositions, on pourrait plutôt parler de schizophrénie réglementaire. Vous voyez la question. Un exemple ? Un exemple, la réduction de l'empreinte environnementale, la manière de le faire, la manière la plus fourbe et la plus arrogante que l'Occident ait jamais inventée, c'est de faire le sale ailleurs pour que ce soit propre chez nous. Que l'énergie de l'acier soit produite en Afrique, on s'en fout des Africains, après tout ce ne sont que des Africains. Que la barbarie industrielle vienne de Chine, on s'en fout, c'est si loin de nous. D'accord ? C'est si loin de mon village, Cassis, où il y a zéro industrie en bord de mer ou de la banquise. Si c'est ça le raisonnement, sale ailleurs, propre chez nous, ça ne me convient pas. Ça ne me convient absolument pas. Et je pense qu'arriver à faire comprendre
au système réglementaire, que c'est dans la chaîne courte de production que les réponses vont advenir. Je dis bien la chaîne courte de production, de proximité. Alors ça peut faire chauvin. Il n'y a pas longtemps, ça a fait un scandale, je ne sais plus où j'étais, j'ai dit dans un micro, ben c'est pour la pose de la première pierre, voyez-vous, monsieur le maire, avec votre collègue, le président de la région de l'école internationale, et j'ai dit que sur mes chantiers, je veillais à ce qu'il n'y ait pas de produits chinois, indiens, turcs. Vous imaginez comment ça a été perçu par la presse hystérico-marxiste-léniniste comme un point de vue Je me sens pas visé. obsessionnel, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Chinois? J'ai contre les gens qui nous tapent le boulot à nous en France. Ah oui, mais ça c'est un point de vue, j'ai dit quoi? Un point de vue d'extrême droite? Mais vous rigolez, non? Moi je suis grand-père 5 fois, ce qui m'intéresse dans ce pays, c'est qu'à la conséquence de mon travail, puisse fabriquer des emplois territorialisés, et même une mémoire territorialisée qui se renouvelle parce que la même mémoire produit du lien social. Et c'est ce dont nous avons besoin, de lien social. Ça avance dans le bon sens ces derniers mois, ces dernières années, où cette hystérie bureaucratique, c'est sale ailleurs, propre chez nous. Non, mais ça avance pas du tout dans le bon sens. Alors je sais qu'ici... Non, mais je sais qu'ici, vous allez avoir pléthore d'intervenants qui vont dire « mais tout va bien, on est géniaux, l'administration est géniale. » Non, mais j'en crois pas un mot, mais vous plaisantez. On voit bien des expériences urbanistiques, c'est de plus en plus catastrophique. Je parlais hier avec Roland Castro. Il m'appelle par hasard, Roland Castro, qui va en bonne santé d'ailleurs, 88 ans, 87. Il me dit ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive pas à faire le bilan, de voir comment toutes les expériences urbanistiques récentes déchirent encore davantage le lien social. On ne peut pas faire un bilan positif. Alors, il y en a bien un cet après-midi qui va dire « mais non, contrairement à ce que dit Ricciotti, l'architecture n'est pas un combat, l'architecture est un droit, une facilité, tout va bien ». Il y a toujours des gens dont le diamètre de la bouche est adapté au diamètre du sexe du pouvoir. Pour légitimer, je dis bien pour légitimer... Que les femmes et les enfants sortent. Non, mais attendez, pour légitimer le fait qu'il faille fermer sa gueule sur les décisions institutionnelles. Là est un sujet, avec 2 sujets qui sont directement des corollaires. C'est premièrement que l'empreinte environnementale, on prend l'exemple de la nouvelle réglementation thermique 2020, dont personne ne mesure les conséquences économiques et industrielles, hein, attention. C'est pas très bien. Dites-nous un peu clairement ce que c'est là. C'est encore un niveau performantiel extrêmement exigeant qui va modifier de manière irréversible l'acte de bâtir. Voilà. Mais qui a pour conséquence immédiate de fabriquer encore davantage de dépendance technologique. C'est-à-dire, pour être exemplaire, on va consommer encore plus. Ce que j'ai dit de manière un peu caricaturale dans Nice Matin, que pour fabriquer une pompe à chaleur, la pompe à chaleur réchauffe davantage l'atmosphère que son utilisateur. Il faut un peu réaliser quand même. Mais tout est du même acabit. Ça devient un monstre. On est en train de fabriquer un monstre avec une dépendance technologique du genre le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On ne contrôle plus le dispositif mercantile et abusivement technologique. Regardez les smart cities, ça fait des années qu'on nous gonfle avec la cité numérique. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Alors vous avez dit que j'étais en première classe d'honneur de la Légion. Effectivement, je suis officier de réserve, et puisque vous le dites publiquement, je vous dis je suis même colonel de la réserve citoyenne de la Légion étrangère. Donc je lis beaucoup de trucs. Je peux vous dire que le numérique, c'est la paranoïa du futur, immédiat. On va dans un mur, avec le numérique. Ça prend des proportions diaboliques, d'insécurité. Alors, un petit mot numérique, vous regardez votre téléphone quand même. Non, parce que je vais citer une phrase, c'est une phrase du Sénat. Allez-y, continuez. Ce que vous décrivez, c'est une tare française ou c'est comme ça dans le monde entier? Autrement dit, vous qui êtes un architecte international, est-ce qu'il y a des pays, des administrations, des collectivités locales où ça se passe mieux, où vous êtes moins harcelé par cette bureaucratie et par ces exigences sans cesse grandissantes? Bon, écoutez, d'abord, je ne pense pas que la France soit le plus mal lotie. Hein. D'accord. Il faut arrêter aussi de tabaser sur le pays sans cesse. Bah là, c'est vous qui l'avez fait pendant un quart d'heure. Hein. Non. Pardon, mais je ne vous ai pas poussé. Mais il y a pire, attendez, mais il y a pire. Allez en Italie, qui est le peuple de mes ancêtres, mais le pays est autobloquant en permanence. Mais au moins, ils ont du patrimoine. Allez en Afrique, vous allez voir le désastre.
Donc je cherche cette phrase d'un rapport. Je crois que vous construisez en ce moment en Chine, à Shenzhen. Non, c'est facile là-bas de travailler? Non, mais moi je veux plus travailler en Chine, ça m'intéresse pas, je veux pas m'empoisonner. Attendez. Ah, voilà, regardez, rapport du Sénat. L'identité numérique est la clé de voûte de l'État plateforme. C'est pas énorme, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est confronté à l'abstraction du service public. Oui, c'est le Sénat, c'est le rapport, monsieur le maire, j'ai le numéro, c'est le rapport. Et puis j'en ai plein, hein, le rapport 673. C'est l'idée de l'abstraction, de la notion de... Moi qui suis terriblement républicain, hein, en tant qu'officier de réserve, je ne peux pas moins que ça. Je m'inquiète de l'abstraction du service public, voilà, de la notion d'intérêt public. On est dans une abstraction dans laquelle, d'ailleurs, l'élu s'éloigne de plus en plus. Il est mis, tu vois, il est comprimé de plus en plus, Il faut se battre aujourd'hui pour se faire respecter comme élu. Oui. Moi, je me mets à la place des maires, mais quel courage, quoi. Mais quel courage. Il faut se battre parce qu'autour d'eux, il y a une vampirisation bureaucratique qui est terrible. Et je veux dire, il y a ce rapport argent, administration, bureaucratie qui commence à fonctionner, un système fermé sur lui-même et qui, par un effet de pyrolyse ou comment dire, d'excentration dynamique, renvoie, vous savez, comme une accélération centrifuge, renvoie les élus en fond de cuve. Il faut des couilles aujourd'hui pour être maire. Il faut des couilles. Moi, je vois de mon village où j'ai une maire extraordinaire, Danielle Mion, qui chaque fois est réélue à 75% des voix. Vous voyez. Le rêve. Alors qu'elle a tout le monde contre elle, hein, tous les élus, la gauche, l'extrême gauche, les verts, l'extrême droite. Comment? Elle a des couilles, oui. Elle en a beaucoup, et beaucoup de cœur aussi. Et beaucoup de cœur. Elle a beaucoup de cœur. C'est pour ça qu'elle est réélue avec 75% de voix. Elle me dit, mais quand je vais à la métropole, il y a 90 points à traiter à l'ordre du jour pour 2 heures de réunion. C'est ingérable. Elle me dit, c'est ingérable. Je peux vous poser Donc ça devient une chambre d'enregistrement. Est-ce que Oui, c'est un peu comme ça. On va passer de l'anatomie à l'architecture. Je ne suis pas élu, hein, mais, Non. Mais vous feriez bien ça, je pense. Est-ce qu'on a perdu le sens ou le goût esthétique des choses? Autrement dit, est-ce qu'il y a une culture du moche qui s'est instaurée partout, à tous les niveaux, aussi bien chez les décideurs, chez les financeurs que chez les architectes? J'ai compris votre question. On a gagné du temps. Oui, on est confronté à l'exil de la beauté. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ça, L'exil de la beauté, édité chez Textuel, qui prend sa source dans la culpabilité existentielle d'un son de beau. Il faut bien se dire qu'il y a 2 mécanismes de destruction du désir de beauté. Il y en a un, c'est la pensée moderne, qui est adossée à celle au discours de rupture, et qui a pratiqué des désastres colossaux. Enfin, on voit bien, quoi. Être moderne aujourd'hui, c'est quand même un peu tardif, non? C'est pas suffisant. Vous savez, le minimalisme, tu vois, la jonction d'un mur blanc avec un sol gris, le conceptuel, moi, ça me donne à la nausée intellectuellement. Moi qui aime la littérature du 19e siècle, Barbey d'Aurevilly, Léon luxuriante Blois, et tout. Oui. Non, Léon Blois, Huysmans. Quand je lis littérature du 19e, je rêve. Mais quand je vois les formats contemporains de l'esthétique, de la pensée sur la beauté, vous voyez en train de dire à une jeune femme, voulez-vous, madame, avec moi, passer un amour conceptuel pour une nuit, pour une sexualité minimaliste? Il faut arrêter de déconner, quoi, tu vois, au bout d'un moment. Donc, non, mais il faut arrêter de déconner. Vous voyez bien que tout part en vrille, complètement. C'était quoi la question, d'ailleurs? Écoutez, faites vos réponses, je garde mes questions pour moi. Non, mais attendez. C'était le sens de l'esthétique. Est-ce qu'on a perdu? Oui. Est-ce qu'on l'enseigne bien à l'école? Il y a le mouvement moderne qui est une des filières de destruction. Il y a le mouvement moderne qui est une des filières de destruction de la question esthétique. Et puis, il y a aussi la névrose marxienne, je dis bien, marxienne, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé avec cette assemblée de gauchistes là. Oui, à Nice surtout, oui. Non, mais attendez, qui fait que le principe de beauté serait l'attribut de la scène bourgeoise? Oui, mais ça a été, non, ça pendant 2 siècles, je vous signale. Oui, le goût était bourgeois au 19e. Qui? Le goût était bourgeois au 19e siècle. C'est les bourgeois qui imposaient leur goût, leur esthétique. Oui, mais c'est très beau le 19e. Hein. Attendez. Moi, à quoi on reconnaît un imbécile? Il pense que l'architecture s'est arrêtée au 18e et qu'il n'aime pas le 19e. C'est à quoi on reconnaît l'idiot. Ouais. Hein. Non, mais j'ai dit 19e, donc je ne suis pas un imbécile. Ouais. Non, mais attends, regardez ça. Le zodiacal, tout ça, c'est sublime. Quand même.
Ouais. On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Vraiment? Mais non, on n'est pas capable. Mais non, il n'y a pas, pour X raisons. La première à se mettre en travers, ce serait l'administration ou le système normatif au niveau acoustique, au niveau, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, on n'y arrive plus. Donc, on s'est tous mis ensemble pour développer l'exil de la beauté. Oui. Bon, normalement, on a fini, mais je sens que si on arrête, vous n'allez pas être content. Donc... moi, je me barre. Hein. Oui, ça, j'imagine que vous pouvez faire 2 heures sans respirer, mais bon, il va peut-être falloir non, une petite conclusion, comme ça, je n'ose pas poser une question, parce que de toute façon, vous n'y répondrez pas. Moi aussi, je répondrai. Allez, dites-moi. Vous voulez savoir quoi? Aujourd'hui, quels sont les artistes, les architectes qui vous impressionnent? Chez qui vous dites, ce sont un peu mes modèles, mes références? Et je vais vous dire, les gens qui m'impressionnent sont surtout les travailleurs, les laborieux, les bosseurs. J'ai beaucoup d'émotions pour les gens qui travaillent. C'est ma culture politique, le travail. J'aime cet article 1 de la Constitution italienne, Italia una repubblica fondata sul valore del lavoro. L'Italie est une démocratie fondée sur les valeurs du travail. J'aime beaucoup cette phrase-là. Cependant, je ne réponds pas à votre question parce que l'architecte n'est pas un métier solitaire, c'est un métier avec d'autres. Avec des charpentiers, avec des limousinants, avec des ferronniers, avec des soudeurs, avec tellement de métiers. Donc il n'est plus solitaire. D'ailleurs, celui qui pense que l'architecte est un métier solitaire n'a rien compris, hein, c'est la fin là. Et donc il est partagé. Moi je vois les nombres d'ingénieurs avec qui on travaille. D'ailleurs j'ai des enfants, l'aîné qui était le plus brillant, je l'ai obligé à faire l'École nationale des ponts et chaussées. J'ai dit toi tu ne vas pas être architecte, tu es trop intelligent, tu vois, ou tu n'es pas assez idiot pour être architecte. Et puis bon, et ainsi de suite. Mais ce sont les travailleurs. Et dans le rôle du travailleur, il y a le maçon, il y a le charpentier, il y a le ferronnier, il y a le terrassier. Il y a tous ces gens-là pour qui j'ai énormément d'admiration. Lorsqu'on fait le MUSEM, il y a longtemps, il date de 2002, ce projet. À Marseille. À Marseille, il y avait 60% d'ingénieurs sur le chantier. Vous n'imaginez, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que le renouvellement des métiers se faisait par la plus haute expertise possible. Pour stabiliser les voussoirs d'une passerelle, le nombre d'ingénieurs autour de soi, c'était phénoménal. Rien que pour l'échafaudage, pour le justifier et pour éviter les déformations. Et je suis émerveillé par ça, par l'idée compagnonnage, compagnonique, je ne sais pas comment on peut le dire, mais l'idée que ce métier d'architecte ne renouvellera son futur qu'au travers d'une culture de compagnonnage. Voilà. C'est formidable de vous écouter. Votre énergie, votre conviction, votre... vous me tendez la main. Non, bien sûr. Vous m'avez obligé à me lever tôt, mais bon. Oui, tôt. Merci beaucoup, Rudy Ricciotti. Merci. Merci infiniment. Merci, merci à vous. Merci. Nous allons, Jérôme Begley, accueillir dans un instant Chloé Voisin-Bormuth et voir Stéphane Moquet, qui est le directeur général d'Orpi France. Vous allez entendre son témoignage, son analyse sur les besoins en logement. Il va dire s'il y a de fait, selon lui, une immigration hors des grandes villes. Et puis dans un contexte où la vie en ville change, où les attentes aussi évoluent et évoluent plutôt vite. La rédaction a considéré que c'était important d'avoir l'éclairage d'une géographe et sociologue. C'est Chloé Voisin-Bormuth, qui est directrice des études et de la recherche de la Fabrique de la Cité. Ceci dans quelques minutes.